Bonsoir à tous. Samedi dernier, la ville de Mulhouse a connu une véritable scène d'horreur. Un homme armé d'un couteau et d'un tournevis s'est attaqué à plusieurs personnes en plein centre-ville, faisant une victime grave, un ressortissant portugais de 69 ans qui a malheureusement perdu la vie. Plusieurs autres personnes ont été blessées, dont 2 agents du stationnement de la ville. Le principal suspect de l'attaque de Mulhouse est un ressortissant algérien arrivé illégalement en 2014. Un homme de 37 ans, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Mais l'Algérie a refusé à maintes reprises son renvoi. Une décision fermement critiquée ce lundi par le Premier ministre. 10 fois. Et les 10 fois, la réponse a été non. Est-ce que c'est acceptable? Pour moi, c'est parfaitement clair, c'est inacceptable. Alors l'homme suspecté d'avoir perpétré cet attentat mortel a été déféré par le parquet antiterroriste ce mercredi. Ce ressortissant algérien, comme vous l'avez entendu, était déjà connu des services de police pour des faits en lien avec le terrorisme et faisant l'objet d'une obligation aussi, une obligation de quitter le territoire français. Évidemment, c'est cet aspect qui a monopolisé l'attention de la sphère médiatico-politique. Sauf qu'à la suite d'une précédente condamnation, le suspect avait fait l'objet d'une expertise ayant détecté un profil schizophrène. Plusieurs attentats terroristes en France ont soulevé des questions complexes sur le rôle des troubles psychiatriques dans le passage à l'acte violent. Alors que certains auteurs présumés ont été déclarés pénalement irresponsables, d'autres, bien que souffrant de troubles mentaux, ont été condamnés. C'est cette question de la réponse pénale à des actes relevant potentiellement de la psychiatrie que nous allons aborder aujourd'hui avec Mathilde Timothée, membre du syndicat, secrétaire général du syndicat de la magistrature, et avec le psychiatre Olivier Dubois. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on écoute un extrait de l'intervention du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, après cet attentat de Mulhouse. Il a prononcé Allahu Akbar. Donc cette dimension du terrorisme, faut pas tout psychiatriser, vous voyez. Il y a cette dimension du terrorisme islamiste et puis l'autre dimension. Mais quand vous ajoutez cette situation d'irrégularité, ce profil psychiatrique et en plus une condamnation, mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Moi, j'ai un ami qui est décédé, qui a été assassiné il y a quelques années. Celui qui l'a assassiné, il est resté plus de 10 ans irrégulièrement sur le territoire. Il a incendié la cathédrale de Nantes et il avait un profil, là encore, psychiatrique. Il n'était pas en hôpital psychiatrique, pas en prison, en situation régulière. Donc je suis bien placé pour savoir qu'il faut bouger les règles maintenant. Ça suffit. Bonsoir Mathilde Timothée. Bonsoir. Bonsoir Olivier Dubois. Bonsoir. Alors, on a entendu le ministre de l'Intérieur et on comprend la complexité parce qu'il y a à la fois des interventions politiques dans des dossiers comme celui-ci. Olivier Dubois, j'aimerais commencer par vous. Est-ce qu'une personne avec un profil schizophrène établi et qui passe à l'acte, comme dans le cas de cette attaque de Mulhouse, doit être considéré comme terroriste? C'est une question très complexe et je crois que j'étais très intéressé par ce qu'a dit M. Retailleau en parlant notamment du cas de Nantes, parce que je me souviens bien de ce garçon, de cet homme qui a tué ce moine qu'il avait hébergé donc dans ce monastère, alors que ce monsieur devait être condamné après avoir mis le feu à la cathédrale de Nantes. Je me souviens très bien de cette histoire. Ce monsieur était halluciné, il avait des comportements très hallucinatoires et il a commis cet acte violent de mettre le feu à la cathédrale de Nantes, mais sous influence d'une pensée qui était complètement déraillante et qui l'amenait à penser que voilà, à cet instant il fallait mettre le feu. Et il a été hébergé donc par ce moine dans son monastère, et ce moine pensait vraiment qu'il allait le rééduquer, qu'il allait le rétablir et l'accompagner, l'aider à retrouver une pensée sereine. Et en fait, il a tué ce moine quelques mois plus tard.
sans aucune raison autre que celle que son délire est revenu et qu'il s'est senti en danger et il a tué pour se défendre. Et je pense que effectivement, quand on a une schizophrénie et qu'on commet des actes de violence, eh bien malheureusement, il faut reconnaître que cet acte est quand même extrêmement lié à la pathologie et lié à l'absence de contrôle sur son cerveau. Le cerveau, quelque part, dérape. C'est un organe, le cerveau. Il peut aller mal, il peut se dérégler, et quand il se dérègle, il peut amener les gens à faire des choses absolument invraisemblables et tout à fait dommageables. Alors, je me permets d'aller un peu plus au-delà de votre question et de répondre à autre chose. C'est de dire que malheureusement, la question majeure, c'est aussi, est-ce que la psychiatrie aujourd'hui donne les bonnes réponses face à ces comportements? Il est certain qu'une personne qui est dangereuse pour la société, il faut qu'on protège la société. Et peut-être que ces personnes devraient être hospitalisées sur des durées très très longues et non pas sur des durées souvent relativement courtes finalement. On en reparlera, Mathilde Timothée. Est-ce que, de votre point de vue de magistrate, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? À partir de quand doit-on considérer l'état mental de l'auteur d'une attaque comme celle de Mulhouse comme constitutif de son acte? Alors, en fait, lorsqu'une juridiction de jugement doit juger une personne pour laquelle une expertise ou d'autres éléments de l'enquête font apparaître que son discernement a été altéré ou aboli lors de la commission des faits, la juridiction de jugement doit nécessairement statuer sur la responsabilité pénale de l'intéressé. Et dans cette hypothèse, il y a deux cas de figure qui se présentent. Soit la juridiction de jugement, elle estime que la personne, elle était atteinte au moment des faits d'un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Ça veut dire que la personne, en fait, au moment des faits, elle ne pouvait pas comprendre et maîtriser ses actes. Et dans ce cas-là, le tribunal doit rendre ce qu'on appelle un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale, dans lequel le tribunal reconnaît d'abord que les faits ont effectivement été commis par l'intéressé, mais qu'il était atteint d'un trouble ayant aboli le contrôle de ses actes, de sorte qu'en fait, le tribunal doit prononcer une irresponsabilité pénale, ce qui signifie que la personne, en fait, elle est plus accessible à une peine, notamment à une peine d'emprisonnement, mais uniquement à des mesures de sûreté, comme l'interdiction de détenir une arme, l'interdiction de paraître en certains lieux ou d'entrer en contact avec une tierce personne. Voilà. À l'inverse, si le tribunal il estime que la juridiction de jugement, le tribunal estime que le discernement de l'accusé ou du prévenu a été simplement altéré du fait notamment d'un trouble psychique ou neuropsychique au moment des faits, alors la personne elle demeure punissable, mais la juridiction de jugement elle doit tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine. Par exemple, lorsqu'une peine privative de liberté est encourue, elle doit être réduite du tiers du fait de cette altération. Et cette irresponsabilité pénale dont vous nous parlez, est-ce qu'elle est de plus en plus restreinte, vous trouvez, surtout dans des cas d'attentats terroristes où l'on voit quand même s'opérer une certaine forme de pression politique de plus en plus ? Alors, ce qu'on constate effectivement de manière très large, et pas uniquement s'agissant des actes terroristes, c'est une baisse effectivement très très importante du nombre de décisions d'irresponsabilité pénale, et ce, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les expertises psychiatriques, elles sont rarement en faveur d'une irresponsabilité pénale, et on observe régulièrement qu'en dépit de l'existence de troubles psychotiques, l'expert estime que la personne demeure responsable de ses actes, au moins en partie. Et donc, en fait, on aboutit généralement à de simples altérations et non à une abolition du discernement. Ce qu'on constate aussi, c'est une distinction qui est faite tant par les psychiatres que par les magistrats entre les bons et les mauvais malades. Il y a les bons malades qui suivent bien leur traitement et il y a les mauvais malades qui substituent leur traitement par la prise de toxiques. Et ça, c'est sévèrement sanctionné, alors que finalement, le discernement de la personne, il demeure aboli. Et en fait, ce qu'on note même, c'est qu'il y a une loi en 2022, le 24 janvier, en fait, qui a prévu que l'irresponsabilité pénale ne peut
être prononcée lorsque la personne a consommé des toxiques, des drogues, de manière contemporaine, assez voisine en fait de l'acte délictueux, et qu'elle a consommé cette substance à dessein de commettre une infraction. C'était à la suite de l'affaire Sarah Halimi, pardon. Oui, c'est ça, exactement. Il me semble. Oui, c'est ça. Alors, Olivier Dubois, est-ce que justement les psychiatres vous semblent de mieux en mieux outillés pour arriver à distinguer justement ce qui relève de la psychiatrie et ce qui relève d'une forme peut-être de radicalisation ou de volonté propre de l'auteur ? Oui, alors c'est vrai que c'est très fin, c'est très discret. Il faut vraiment bien connaître les sujets, les situations, et c'est pas le cas pour moi dans le cas de cet homme qui a commis cet acte. Mais le diagnostic de schizophrénie a été fait, donc manifestement c'est quelqu'un qui a une altération profonde de ses jugements, qui est indiscutablement emporté par des mauvais contrôles de ses émotions, de ses pensées. Et vous voyez, j'ai toujours un peu de mal à croire qu'un terroriste tue une seule personne, si je puis dire. Je ne veux pas dire que je ne veux pas encourager à ce qu'il tue davantage de personnes, mais vous voyez, quand une personne a une structuration mentale normale et qu'elle veut vraiment commettre un acte, un crime qui va vraiment être extrêmement violent, souvent elle va organiser les choses de manière beaucoup plus importante, souvent en réseau, et puis même si c'est individuel, il va prendre des moyens beaucoup plus importants. Là, on voit, il avait un couteau, c'est vrai, mais il avait aussi un tournevis dans sa poche. Manifestement, c'était pas préparé. Il a été, je pense, sous impulsion, et c'est toujours difficile à partir de ça de dire que cet acte est purement terroriste. Alors, la dimension terroriste, elle existe quand même, parce que c'est quelqu'un qui était engagé dans un mouvement terroriste. C'est quelqu'un qui a aussi exprimé sa violence par les mots qu'il a employés, notamment en disant qu'il faisait ça dans une volonté vraiment de fanatisme religieux. Donc il y a les deux dimensions, c'est certain. Et vous voyez, on peut pas forcément, on peut pas forcément ne pas rattacher l'un et l'autre, parce que je pense que quand on a un trouble psychiatrique ou schizophrénique, eh bien on est plus tenté, on est plus perdu, on est plus en recherche de réponses un peu complexes et finalement peu adaptées. Et je pense que les deux sont liés, malheureusement. Et je précise juste qu'on n'est pas dans une forme, dans une manière d'atténuer la gravité des faits. Ici, l'idée est de relever un aspect qui, malheureusement, dans les cas d'attentats terroristes, ne sont pas souvent mis en avant et qui devraient, vous les psychiatres, vous alerter souvent, de plus en plus être considérés. Alors, c'est très juste ce que vous dites. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire que sur le plan de la dangerosité de ces individus, on ne peut pas nier que ce sont des gens dangereux et qu'il faut protéger la société de ce danger. Mais sur le plan de la réponse et de l'amalgame qui est fait, à savoir que ce sont tous des voyous mal éduqués et qui viennent au nom d'une religion mettre la pagaille dans le pays, je pense que c'est plus complexe. Et je pense que, vous voyez, il y a une vraie réflexion à avoir. C'est la question de l'organisation de la psychiatrie dans notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une organisation pour des tas de raisons qui ne répond pas du tout, très mal, à ce type de situation. Et si la justice, c'est une hypothèse, et je dis ça sous le contrôle de madame qui connaît beaucoup mieux ce système que moi, mais si la justice se penche de plus en plus vers la prison pour répondre à ces problématiques de santé mentale graves, eh bien, peut-être que c'est aussi parce que la psychiatrie ne protège pas assez finalement la société et ne prend pas suffisamment en compte la gravité de ces faits chez ces malades en psychiatrie. Il y a quelque chose là qui me semble avoir beaucoup changé depuis une quarantaine d'années au nom de la liberté individuelle. C'est vrai que la psychiatrie redonne assez facilement sa chance à des patients qui sont quand même très gravement malades, et les mauvais malades, on sait bien que les schizophrènes, ils ont du mal à être des bons malades, parce que les schizophrènes, ils ont naturellement tendance
à penser qu'ils ne sont pas malades, à penser qu'ils n'ont pas besoin de ce traitement et à finalement retomber dans leur pathologie assez naturellement. Et ça, je pense que c'est un vrai problème grave de la société actuelle, la prise en charge au long cours de ces personnes qui présentent des troubles psychiatriques, qui ne sont pas des personnes qui ont une malveillance naturelle ou une mauvaise éducation ou un comportement de voyou, mais qui malheureusement ne sont pas suffisamment pris en charge au niveau de la psychiatrie. Alors, Mathilde Timothée, justement, sur l'état des lieux de cette justice française vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux, on entend souvent jeter l'anathème sur la sévérité de la justice. Est-ce que cette justice française privilégie plus une approche répressive ou curative vis-à-vis du terrorisme, par exemple, et de cette atteinte en troubles psychiatriques? Est-ce qu'il y a une évolution qui vous semble envisageable aussi? Alors, moi, je partage ce qui a été dit par Monsieur Dubois sur le fait que la justice, elle a tendance en fait, on a tendance à recourir massivement à la justice plutôt qu'à la psychiatrie ou plutôt qu'au développement de politiques publiques de prise en charge réelle des personnes malades, tant sur le plan médical que sur le plan social. Ça, c'est une réalité que je partage. Et je partage aussi l'idée que les personnes atteintes de troubles mentaux font l'objet d'une carcéralisation massive, bien plus importante que le reste de la population pénale. Ça s'explique pour plusieurs raisons. Ça s'explique d'abord parce que une personne en fait atteinte de troubles mentaux, souvent, cette personne, elle est aussi marginalisée, elle est aussi, du coup, sans logement, sans domicile, et du coup, ça rend plus difficile, en fait, le prononcé d'une peine alternative à l'incarcération. Ce qu'on note aussi, c'est que la justice, elle juge très rapidement. Voilà, la justice est lente, voilà, pour instruire, mais elle est rapide pour juger des délits, notamment de faible gravité, ou plus importants, mais dans le cadre d'une comparution immédiate. Et ce qu'on sait, c'est que la comparution immédiate, elle est pourvoyeuse de détention parce qu'il est plus compliqué en fait de penser une alternative et aussi parce qu'il est plus compliqué d'établir même l'existence d'une pathologie psychiatrique pour une personne qu'on a peu entendue, autour de laquelle on a peu investigué et sur laquelle on a eu du mal à établir un diagnostic d'abolition ou d'altération du discernement. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand à l'audience on a des avocats qui demandent une expertise psychiatrique parce qu'ils ont des doutes sur le discernement de leurs clients, et bien souvent, en fait, le tribunal y fait droit, mais renvoie l'affaire et dans l'attente, place les personnes en détention, alors que finalement, peut-être qu'au moment du jugement, il sera dit que leur discernement a été aboli et que normalement, la prison n'était pas la bonne réponse. Et enfin, ce qu'on note aussi, c'est qu'il n'est pas du tout rare que les juridictions jugement finissent par dire, finalement, s'agissant de cette personne en situation d'errance, pour laquelle il existe apparemment un trouble mental certain et un risque de dangerosité réelle ou en tout cas de commission de nouvelles infractions, eh bien, mieux vaut peut-être l'incarcérer afin qu'elle soit prise en charge sur le plan psychiatrique, sans doute pas parfaitement, effectivement, mais en tout cas mieux qu'à l'extérieur, où il y a peu de prise en charge, où les personnes, elles se trouvent en situation d'errance et face à un désert médical au niveau psychiatrique. Mais alors, c'est un problème de moyens ou aussi de formation des juges à identifier aussi ou alors à recourir à des psychiatres quand ils perçoivent qu'on peut être au-delà d'un simple problème de délinquance? Alors, il existe un problème très très fort de pénurie d'experts. En fait, tous les ressorts de France sont en difficulté pour trouver des experts afin de faire des expertises. Donc, je pense que régulièrement, les juridictions du jugement, elles y renoncent quand les expertises ne sont pas obligatoires. Ce qui est vrai aussi, c'est que la formation, notamment des magistrats, sur les troubles psychiatriques, elle existe. À l'école de la magistrature, il y a une formation qui est dispensée, mais elle n'est sans doute pas suffisante pour que les magistrats aient une connaissance fine de ce que c'est qu'un trouble mental. Alors, Olivier Dubois, est-ce que justement vous êtes suffisamment mis à contribution aussi, vous, les experts, puisqu'il existe, Mathilde Timothée le disait, une pénurie, est-ce que vous êtes suffisamment mis à contribution pour aiguiller, éclairer cette justice? Je crois pas, effectivement, que nous sommes mis tellement à contribution.
Mais je pense que l'expertise est un vrai problème, c'est certain, mais il y a aussi le problème de la prise en charge des patients. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui me semble encore plus important, c'est que, imaginons que demain, on dise que ce monsieur-là, Brahim, la semaine dernière, si on lui dit, vous allez à l'hôpital psychiatrique, il y a tout un système psychiatrique qui va se mettre en place et qui va, parce qu'on est dans un soin, qui va minimiser en quelque sorte la gravité du comportement pathologique du patient, et au bout d'un certain nombre de mois, qui n'est pas du tout comparable à celui de la justice, bien évidemment, on peut le comprendre d'ailleurs, on va considérer que ce malade peut sortir. À un moment donné, il va y avoir une sortie à l'essai, et puis à un moment donné, le patient va faire peut-être de l'hôpital de jour, et puis à un moment donné, on va le perdre de vue. Et sauf si le préfet évidemment émet une obligation de soins, mais même là, enfin, il y a une perte de vue, et petit à petit, il y a souvent un glissement, le patient disparaît du système, et c'est ça, je pense, qui fait que la justice aujourd'hui a changé un peu d'attitude, et peut-être à juste titre, mais c'est pas une réponse qui ne semble juste sur le plan médical. Il y a la question sur les actes terroristes, en particulier, Olivier Dubois, de la radicalisation. C'est aussi, en quelque sorte, une dérive. Comment distinguer un trouble psychiatrique d'un processus de radicalisation, justement ? C'est une question très complexe, effectivement. Il est vraisemblable, enfin il est certain même que plus vous êtes fragile psychiatriquement, moins vous avez d'ancrage dans la réalité, et moins vous avez de capacité à discerner ce qui peut être juste de ce qui ne peut ne pas l'être. Je me souviens d'un patient que je suivais psychiatriquement et qui a eu des troubles graves du comportement, et il était convaincu que en agressant des jeunes filles, en les kidnappant, eh bien, c'était un protecteur. Il pensait que ces jeunes filles étaient en danger dans la société d'aujourd'hui et qu'il fallait les protéger, donc les kidnapper. Vous voyez, ça peut paraître absolument aberrant à des personnes qui sont normales, mais pour des personnes qui ont cette fragilité mentale, cette capacité à se perdre dans l'irrationnel et dans l'émotionnel, eh bien, ils ont pris d'angoisse, ils sont pris d'hallucinations. Parfois, ils entendent des voix qui leur disent de faire telle ou telle chose, et ils sont donc assez sensibles à des modèles de comportement qui leur sont extérieurs et qui les prennent en charge, qui les encadrent en quelque sorte. Et vous voyez, c'est un peu le paradoxe. Tout à l'heure, je disais que justement la psychiatrie d'aujourd'hui avait tendance à peut-être insuffisamment les encadrer. Eh bien, peut-être que le monde terroriste est beaucoup plus encadrant vis-à-vis de ces personnes, et ça répond peut-être à un besoin qu'ils ont d'être pris en charge. Mathilde Timothée, sur le milieu carcéral où se déroulent parfois des phénomènes de radicalisation, est-ce qu'il y a suffisamment de connexion entre ce milieu carcéral et la justice pour suivre des cas sensibles notamment ? Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les personnes radicalisées, elles font l'objet d'une prise en charge spécifique, effectivement, en prison, mais davantage centrée sur l'enjeu de l'évaluation de la dangerosité que sur la prise en charge psychiatrique et l'accompagnement sanitaire digne de ce nom, capable de soins et d'accompagnement pour préparer la sortie. Aujourd'hui, les personnes radicalisées, elles font l'objet d'une évaluation administrative qui n'est pas tout à fait contradictoire. Il y a peu de garanties procédurales, et pourtant, si une personne est jugée comme radicalisée, du coup, ça aura un impact fort sur ses modalités d'incarcération, sur son accès aux activités, sur son accès ensuite à l'aménagement de peine, etc. Je voulais vous poser la question, Mathilde, aussi sur le rôle du politique. On a entendu Bruno Retailleau tout à l'heure. Le politique, on le sait, souvent des politiques d'extrême droite sont souvent dans une récupération politique. Est-ce que le politique finit par mettre une pression trop forte sur la justice et sur tout cet ensemble, tout ce système qui a des conséquences dramatiques pour les personnes ?
Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les réformes successives, qu'elles soient sur le plan de la psychiatrie ou sur le plan de la sanction du terrorisme, c'est qu'elles ont souvent, en fait, les réformes, elles sont souvent consécutives à des faits divers, à des actes, et donc bien sûr que le politique a un impact sur la politique pénale, en fait. Olivier Dubois, quel appel est-ce que vous auriez aussi pour ce monde politique sur la considération accordée à la souffrance psychiatrique qui pourrait pousser à un passage à l'acte? Alors, c'est vrai que l'appel, ça serait plutôt de dire que il me semble que dans le domaine de la psychiatrie, mais c'est pas nouveau, les gouvernements depuis des décennies, je pense qu'ils ont du mal à voir les priorités. On peut pas, enfin, c'est peut-être difficile de soigner toute la souffrance mentale, comme on essaie de le développer aujourd'hui avec des psychologues, des psychiatres partout, et on sait qu'on a des pénuries fortes, et en même temps d'organiser dans les hôpitaux une organisation rigoureuse, avec un suivi très précis, avec des prises en charge longues, etc. Alors qu'on a une société, si vous voulez, qui finalement peut-être, comment dire, par exemple les psychiatres de ville font une psychiatrie qui est utile, mais qui pourrait peut-être être faite par de nombreux psychologues. Et peut-être que si ces psychiatres étaient dans les hôpitaux, vous savez qu'on a des très fortes pénuries dans les hôpitaux, vous savez aussi qu'on a des injonctions très fortes de ne pas conserver des patients dangereux dans les hôpitaux, ou des patients dangereux pour eux-mêmes aussi dans les hôpitaux, parce qu'il y a une dynamique de faire sortir le patient dans la société. Donc il y a des contradictions très fortes sur le plan politique entre la prise en charge et les moyens qu'on se donne pour une prise en charge optimale et finalement la volonté qu'on a de peut-être banaliser un petit peu justement la psychiatrie, de vouloir ne pas la stigmatiser et ne pas faire en sorte que les malades ne sortent pas des structures de soins. Et ça, je pense, c'est une vraie problématique. Il faudrait absolument qu'on revienne peut-être à cette idée de l'hôpital asilaire qui prenait en charge vraiment des pathologies lourdes pendant de nombreuses années, en tout cas de nombreux mois, et quand ce sont des actes comme ça, certainement beaucoup plus longtemps, et qu'on revienne à une psychiatrie très sécurisante, très encadrante. Je pense que les patients eux-mêmes en seraient favorables. Vous savez, quelque part, ces patients de psychiatrie qui ne sont pas pris en charge, c'est pas un service qu'on leur rend. On les rend très, très en danger par rapport à eux-mêmes. Et finalement, on sait aussi que le taux de suicide dans les prisons est assez élevé. Et ça, on voit bien qu'on est dans une contradiction qui est extrêmement importante. Il faut vraiment que les gens prennent conscience. Et vous avez raison de dire qu'on ne peut pas dire que toute la violence qui se rencontre dans la société est due à des mauvais comportements de personnes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les conditions de détention, elles ne sont pas toujours compatibles. Voilà, elles ne sont même pas du tout adaptées à la prise en charge de personnes ayant des troubles mentaux. En effet, ce qu'on constate, c'est que souvent, en fait, les personnes atteintes de troubles mentaux, elles sont incarcérées dans les quartiers d'isolement ou dans les quartiers disciplinaires du fait de leur pathologie qui rend difficile la cohabitation avec les autres détenus, alors qu'on sait que ces quartiers, ils sont pourvoyeurs de souffrance pour tous les détenus, mais particulièrement pour les personnes fragilisées, notamment au niveau de la perte de repères. Et lorsque les personnes atteintes de troubles mentaux, elles sont incarcérées avec le reste de la population pénale en détention ordinaire, eh bien, elles font souvent l'objet de brimades, de violences liées à leur pathologie. Et ce qu'on sait aussi, c'est que même si la prison a fait un effort pour offrir un soin psychiatrique en détention, eh bien, le manque de psychiatres, il existe aussi en détention, et il est très fréquent qu'il n'y ait pas de psychiatre ou très peu, une demi-journée par semaine à peine, pour toute une détention. Merci beaucoup Mathilde Timothée, secrétaire générale du syndicat de la magistrature, et à vous Olivier Dubois, psychiatre. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'échanger autour de cette table et merci à vous d'avoir regardé cet entretien d'actualité. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou par mail si vous nous regardez à la télévision. Continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Très bonne soirée sur le média.